Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Ma France, mon histoire, où nous reviendrons sur l'histoire d'un personnage iconique de l'histoire politique française, François Mitterrand. Et sur lui des trucs, il y en a à dire. Entre son histoire pré-présidentielle, sa maladie et ses décisions politiques, la vidéo pourrait facilement durer 3 heures. Étant donné que ce n'est pas possible, j'ai décidé de diviser cette vidéo en 2 ou 3, on verra bien, dans la première partie nous reviendrons sur son histoire jusque ses débuts aux élections présidentielles, donc jusqu'au moment où il commencera à se présenter. Et dans les secondes et troisième parties, nous reviendrons ensuite sur son histoire politique pendant la présidence de la République. Et pour ne pas faire durer encore plus cette introduction déjà beaucoup trop longue, je vous demande juste de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater la partie 2 et peut-être la partie 3. Et avec ceci, bonne vidéo. Les origines de Mitterrand sont assez compliquées. Il est né le 6 mai 1917 et grandit dans une famille fortunée. Il est diplômé de l'École libre des sciences politiques à Paris en 1937 et reçoit la même année un diplôme d'études supérieures de droit public. Vous l'aurez compris, le bourgeois de droite typique de l'époque. Avec la déclaration de guerre en 1940, il sera mobilisé sur la ligne Maginot en tant que sergent-chef et à peine quelques mois plus tard sera blessé à l'omoplate droit puis déporté en camp de prisonniers de Stalag 9A, Ziegenhain-Trutzhain, puis 9C de Chala et s'évadera après 2 tentatives infructueuses. En 1942, bien que recherché par les Allemands, il se met à travailler pour la Légion française des combattants et volontaires de la Révolution nationale en tant que contractuel du gouvernement de Vichy, puis, à partir de juin, au commissariat au reclassement des prisonniers de guerre, où il est chargé des relations avec la presse et où il favorise la fourniture de faux papiers pour aider les évasions. En juin 1942, il participe à des réunions au château de Montmaur où sont jetées les premières bases de son réseau de résistance, qui sera par la suite baptisé La Chaîne. Le 15 octobre 1942, François Mitterrand est reçu par le maréchal Pétain avec plusieurs responsables du comité d'entraide aux prisonniers rapatriés de l'Allier. Le 11 novembre 1942, en représailles à l'invasion par les Alliés de l'Afrique du Nord, 3 jours plus tôt, les Allemands envahissent la zone libre. Le mythe de Pétain, le bouclier, protégeant la France, vole en éclats. Seule l'épée, la résistance, demeurait. Cet événement va inciter Mitterrand à s'engager plus fermement dans la résistance, aux dépens du gouvernement de Vichy. La guerre terminée, Mitterrand participera au gouvernement des secrétaires généraux voulu par le général de Gaulle avant l'installation du gouvernement provisoire à Paris. À partir de février 1944, il dirige le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, MNPGD, qui unifie tous les réseaux de résistance de prisonniers de guerre. En mai 1944, il est nommé au sein du gouvernement provisoire secrétaire général aux prisonniers, déportés et réfugiés PDR, correspondant du ministre Henri Freinet dans l'attente de son retour de Londres. En août 1944, Mitterrand participe à la libération de Paris, où il participe à la prise du commissariat général aux prisonniers de guerre et refuse le poste de secrétaire général PDR lorsque Freinet prend la tête du ministère le 2 septembre. Il est alors élu président du MRPGD. Et enfin, en février 1946, François Mitterrand adhère à l'Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR, ou plus simplement le Parti socialiste de l'époque, qu'il préside ensuite de 1953 à 1965. Bon, ça fait beaucoup d'informations à digérer, mais il est important de comprendre toutes les péripéties de Mitterrand durant la Seconde Guerre mondiale pour comprendre son parcours politique dans la seconde partie du XXe siècle. Mais il est particulièrement important de connaître ce bout d'histoire quand on regarde les accusations qui lui furent portées et qui consistaient à le traiter de collaborateur à Vichy durant son second mandat présidentiel. Mitterrand n'a jamais soutenu Vichy, au contraire. Avait-il d'autres choix? Peut-être. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour le traiter de collaborateur, surtout quand on voit qu'il travaillait dans une section du gouvernement qui était censée protéger les prisonniers de guerre français. Revenons-en donc à son histoire politique. Avec l'aide du clergé et des notables nivernais, François Mitterrand est élu le 10 novembre 1946 député de la Nièvre, à la tête d'une liste Unité et Action républicaine, au programme anticommuniste. Et en 1947, il devient l'un des plus jeunes ministres de France, avec le portefeuille des anciens combattants et des victimes de guerre dans le gouvernement du socialiste Paul Ramadier. Dans les années qui suivent, il détient plusieurs portefeuilles ministériels, dont ceux de l'information, de la France d'outre-mer et le ministère délégué au Conseil de l'Europe, qui le conduira en mai 1948, parmi 800 délégués, à participer au congrès de la Haye, à l'origine du mouvement européen auquel il adhéra.
Mitterrand se prouvera être l'un des grands leaders du mouvement européen en France, que ce soit en tant que ministre, mais aussi, plus tard, en tant que président. En 1954, il est nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Pierre Mendès France, formé en juin, qui met fin à la guerre d'Indochine par les accords de Genève du 21 juillet et reconnaît l'autonomie interne de la Tunisie par le discours de Carthage du 31 juillet. François Mitterrand est alors opposé à l'indépendance de l'Algérie. Durant la guerre qui suivit, Mitterrand se battit avec son gouvernement pour augmenter les dépenses sociales en Algérie française et calmer la situation. Il donna aussi l'égalité des droits à tous les citoyens algériens, les mêmes droits que les Français de l'Hexagone, et fusionna la police d'Alger avec celle de Paris. Ces décisions mèneront en revanche à la chute du gouvernement Mendès France et à une dissolution de l'Assemblée nationale. Un mois plus tard, il sera nommé garde des Sceaux dans le gouvernement Guy Mollet. Après la démission de celui-ci quelques mois plus tard, François Mitterrand refuse de participer à un gouvernement à moins de le diriger. Il n'y parvient pas, bien que le président René Coty ait sérieusement envisagé de faire appel à lui. C'est alors qu'un événement majeur arriva. 1958 marquera la fin de la 4e République et le début de la nouvelle 5e République de De Gaulle, qui malgré un soutien populaire fort, reste en pratique un coup d'État. Le 1er juin 1958, François Mitterrand refuse de voter la confiance à Charles de Gaulle, expliquant ainsi son vote. Lorsque le 10 septembre 1944, le général de Gaulle s'est présenté devant l'Assemblée consultative provisoire issue des combats de l'extérieur ou de la résistance, il avait près de lui 2 compagnons qui s'appelaient l'honneur et la patrie. Ces compagnons d'aujourd'hui, qu'il n'a sans doute pas choisis, mais qui l'ont suivi jusqu'ici, se nomment le coup de force et la sédition. En droit, le général de Gaulle tiendra ce soir ses pouvoirs de la représentation nationale. En fait, il les détient déjà du coup de force. Il appelle logiquement à voter non au référendum, sans succès. De cet affrontement, Mitterrand deviendra l'ennemi politique majeur de gauche des gaullistes, puis de Giscard dans les années 70. Unifiant pour la première fois la gauche politique, il subira plusieurs défaites, sans pourtant jamais abandonner. Mais nous reviendrons sur ces événements dans la partie 2. De 1959 à 1965, Mitterrand continua son combat politique sans cas majeur lui arrivant. Notable est qu'il appela à voter non au référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République en 1962. C'est particulièrement ironique quand on voit que c'est le président qui profitera le plus par la suite de cette réforme, sauf si Macron venait à se représenter pour un 3e mandat. Ça le renforcera malgré tout en tant qu'opposant majeur aux gaullistes. Cela lui permettra de se présenter sous la bannière de la CIR, un des partis de gauche de l'époque, à l'élection présidentielle de 1965, dans laquelle il remportait 31,78% des suffrages, et termina en seconde position. Perdant le second tour, Mitterrand se mit en tête d'unifier tous les partis de gauche, pour avoir une chance de gagner face à De Gaulle. Il prend donc la tête de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, FGDS, qui regroupe la gauche non communiste, essentiellement la SFIO, le Parti radical, la CIR et divers clubs. La décision d'unification se renforcera après une grosse discorde en 1969 pour les élections présidentielles entre les partis de gauche, ce qui mènera à la victoire de Georges Pompidou. Lors du congrès d'Épinay de 1971, la Convention des institutions républicaines se fond dans le Parti socialiste, créé en 1969 en remplacement de la SFIO, que Mitterrand se met à présider en tant que premier secrétaire. Donc en gros la création du Parti socialiste. En juin 1972, il signe le programme commun de gouvernement avec le Parti communiste de Georges Marchais et le mouvement des radicaux de gauche de Robert Fabre. Et aux élections législatives de 1973, le Parti socialiste obtient presque autant de voix que le Parti communiste au premier tour, et davantage au second, mettant fin à une supériorité qui remontait à 1946. Les élections cantonales, qui ont lieu en septembre de la même année, confirment cette évolution. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a des cantons en France, ils ne servent à rien mais ils existent. Par ailleurs, le PSU chute de 4 à 2% par rapport à 1968. Au congrès du PS tenu à Grenoble, la même année, la motion finale de François Mitterrand obtient 96% des voix. Le PS est maintenant la première force de gauche du pays. Le PC s'est allié à eux et les autres partis ne sont plus assez gros pour faire une différence. Tout est là pour la victoire. Et malgré une défaite aux élections de 1974 face à Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand en ressortira avec un très bon chiffre de 49,19% des voix. Devant sa défaite, à une erreur commise durant le débat de second tour face à Giscard, en 1979, François Mitterrand s'allie avec Jean-Pierre Chevènement contre Michel Rocard, la deuxième gauche, pour remporter le congrès de Metz du Parti socialiste, unifiant définitivement la gauche.
Et enfin, en 1981, François Mitterrand remporte le second tour face à VGE avec 51,76% des voix. Pour la première fois de l'histoire de la cinquième, la gauche atteint la fonction suprême. Mitterrand ne perdit pas de temps pour faire passer ses promesses de campagne. Il nationalise les banques, donne une cinquième semaine de congés payés, met la retraite à 60 ans, augmente le SMIC de 10% d'un coup et supprime la peine de mort. Dans les années qui suivirent, il augmenta les allocations familiales de 25%, les allocations handicapées de 20% et réimposa l'ISF, impôt de solidarité sur la fortune. Toutes ces mesures sont accompagnées par un premier blocage des prix, par la fin de l'indexation des salaires sur les prix et par un durcissement du contrôle des changes. Toutes ces mesures sortiront des centaines de milliers de personnes de la pauvreté et lui donneront une très grosse popularité présidentielle. Mais pas législative, car vous pouvez vous imaginer la tête de la droite face à toutes ces réformes. Ils donneront tout pour gagner les élections législatives de 1986, avec succès. Le gouvernement Chirac, qui consistait en une alliance du parti gaulliste et du parti de Giscard, sera la première cohabitation de l'histoire de la Ve République. En revanche, cela renforcera encore plus son électorat pour les élections de 1988, qu'il remportera facilement face à Jacques Chirac sur une phrase iconique. Dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et les réformes continueront durant le second mandat. Réforme de la politique agricole commune pour régulariser l'agriculture au niveau européen, la loi Jospin sur l'éducation nationale, la loi Gaissot interdisant les propos négationnistes et renforçant la législation contre le racisme, ou la loi Arpaillange pour réguler le financement des partis politiques, qui d'ailleurs est une loi hyper importante jusqu'à aujourd'hui. Problématique fut que Mitterrand n'eut pas de majorité absolue dans l'Assemblée nationale qu'il dissouda quelques mois plus tard. Le nouveau Premier ministre, Michel Rocard, ennemi de Mitterrand depuis longtemps et qu'il détestait et humilia à plusieurs reprises, dut utiliser un nombre absurde de 28,49,3 pour gouverner. Même Borne n'y est pas encore. Le deuxième mandat de Mitterrand se tournera beaucoup plus du côté européen. Il participera notamment à la création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, mais encore plus importants furent les traités de Maastricht. De très loin la plus grosse erreur de Mitterrand. Les traités de Maastricht, acceptés seulement par une petite majorité par référendum et qui consistaient à créer une constitution européenne, s'avéra être un traité extrêmement nocif pour les pays de l'Union, rendant impossible tout changement sans accord de tous les membres de l'Union. De plus, la création de l'euro que Mitterrand voulait pour pouvoir contrôler les Allemands s'est retournée contre lui, très littéralement. Les effets des accords ne tardèrent pas à se montrer, il perdra beaucoup de popularité, même du côté de la gauche. Et un deuxième problème apparut pour lui, sa maladie. Je n'en ai pas parlé jusque-là vu qu'elle resta secrète à la population. Mais après presque 12 ans au pouvoir, Mitterrand ne put continuer à cacher la maladie qui le rongeait depuis le début de son mandat et qui risquait de le tuer à tout moment. Heureusement pour lui, il survivra jusqu'à la fin des 14 ans, mais ne se représentera pas pour un troisième mandat. À la toute fin de son mandat, il fut accusé de collaboration avec Vichy. Mais après un débat iconique avec l'un des journalistes les plus connus de l'époque, Jean-Pierre Elkabbach, il réussit à détruire toutes les accusations et termina son mandat sur une certaine remontée de popularité. Mitterrand reste jusqu'à aujourd'hui un icône de la politique française. Alter ego politique du président de Gaulle, il restera parmi les présidents les plus populaires de l'histoire de France. Et malgré ses défauts et erreurs, le seul vrai président de gauche que la Ve République ait connu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous abonner pour soutenir le travail que je fournis dans la création de ces vidéos. Et avec ceci, bye bye!